Le 12 octobre 1972, l'avion FH-227 quitte l'aéroport de Montevideo en Uruguay pour s'envoler direction Santiago au Chili. À son bord se trouvent principalement les joueurs de l'équipe de rugby uruguayenne qui se déplacent au Chili pour disputer un match. Mais en montant dans cet avion, aucun d'entre eux ne se doute une seule seconde de l'enfer qu'ils s'apprêtent à vivre pendant 72 jours, dont la plupart n'en sortiront pas vivants. Car le vol 571, qui devait assurer une liaison des plus banales, s'écrasera en plein milieu de la cordillère des Andes et deviendra l'un des crashs d'avion les plus marquants de l'histoire aérienne. Et pour comprendre pourquoi ce crash en particulier fut à la fois marquant et bouleversant, je vous invite à regarder cette vidéo. Le 12 octobre 1972, l'avion Fairchild FH-227 de la force aérienne uruguayenne quitte l'aéroport international de Carrasco à Montevideo en Uruguay pour rejoindre Santiago au Chili. À son bord se trouvent principalement les joueurs de l'équipe de rugby uruguayenne, mais aussi des parents, des amis des joueurs et évidemment les membres d'équipage. Car en effet, l'équipe des All Christians de Montevideo se déplace pour affronter l'équipe des Old Boys de Santiago au Chili. Et à l'époque, malgré qu'ils jouent pour de grosses équipes de rugby, certains joueurs sont encore étudiants, et c'est le cas par exemple de Roberto Canessa, 19 ans, qui en parallèle de sa carrière est étudiant en médecine. Et je vous le dis car ce détail sera très important pour la suite. Le 12 octobre, l'avion quitte donc l'aéroport, mais à cause de conditions climatiques difficiles, le pilote de l'avion, Julio Ferradas, décide par précaution de se poser à Mendoza en Argentine pour une nuit afin d'éviter d'être pris dans une tempête. Et dès le lendemain, le 13 octobre 1972, le pilote décide de reprendre sa route direction le Chili. Et pour ça, il choisit de traverser la cordillère des Andes. Malgré que les conditions climatiques ne soient pas très avantageuses, la traversée se passe plutôt bien, jusqu'à ce que le pilote fasse une erreur qui lui coûtera très cher. Car croyant avoir entièrement franchi le passage de la cordillère des Andes, le pilote amorce sa descente, mais son estimation est fausse, car l'avion, avec le vent de face, a beaucoup moins avancé que ce qu'il croyait, et la traversée n'est donc pas finie. En descendant, l'avion finit par percuter un pic qui arrache son aile droite. Et en se détachant, l'aile a arraché une partie du fuselage de l'appareil et l'avion a fini par se crasher à 3600 mètres d'altitude au niveau de la frontière entre l'Argentine et le Chili. 12 personnes sont tuées sur le coup, 5 autres décéderont de leurs blessures dans les 48 heures suivantes. Sur 45 passagers et membres d'équipage, on compte déjà 17 morts. Parmi eux, le pilote, Julio Ferradas, 39 ans, Gaston Costemal, 23 ans, ou encore Felipe Maquirian, 22 ans, et bien d'autres. Mais après l'accident, les survivants n'ont pas le temps de se remettre de leur traumatisme et de leurs blessures, et ni de prendre la peine d'être endeuillés, car ils doivent se mettre directement en mode survie. Car à 3600 mètres d'altitude, les montagnes sont recouvertes de neige et les températures sont extrêmement basses et atteignent des chiffres négatifs. Pour commencer, ils décident donc de s'abriter dans la carcasse de l'avion afin de se protéger du froid et du vent. Concernant la nourriture, ils décident de rassembler tout ce qu'ils trouvent, chocolat, bonbons, tout est bon à prendre. Et pour boire, c'est simple, ils attendent que la neige fonde. Ayant trouvé un appareil photo dans l'épave de l'avion, Fernando Parrado, 23 ans, un des joueurs de l'équipe de rugby, prendra des photos de la vie quotidienne des survivants. Et ces photos, ce sont celles que vous voyez actuellement. Et essayant de survivre dans le froid tout en se rationnant, ils attendent patiemment l'arrivée des secours. Car évidemment, la tour de contrôle a immédiatement prévenu les autorités après avoir perdu le contact avec l'avion, et des recherches menées par le Chili, l'Uruguay et l'Argentine ont immédiatement commencé. Et parfois, les survivants vont entendre des avions survoler la zone et vont tout faire pour essayer de se faire repérer. Par exemple, ils vont faire une énorme croix dans la neige avec des valises noires et marron, car évidemment, dans de la neige blanche, ce genre de couleur se voit plus facilement, mais aussi, ils auraient dessiné le signe SOS pour qu'il soit visible depuis les airs. Et évidemment, avec tout ça, ils pensent que les avions qui survolaient la zone les ont repérés et pensent que les secours ne vont pas tarder à arriver. Évidemment, ce n'est pas le cas. Car les heures et les jours passent et les survivants n'ont aucun signe de l'extérieur. Et au fur et à mesure, les espoirs de sauvetage s'évanouissent progressivement. Car ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au bout de 8 jours, les recherches ont été stoppées car elles ont été jugées trop difficiles. Car les autorités ont convenu qu'il était trop risqué d'entreprendre ce genre de recherche
Étant donné que l'endroit est immense et qu'on ne connaît pas l'emplacement exact où l'avion s'est crashé, mais surtout qu'un avion blanc dans de la neige est presque indiscernable, et revient en gros à chercher une aiguille dans une botte de foin. Et ayant accès à une radio portative qu'ils ont trouvée dans l'épave de l'avion, ils vont finir par apprendre la terrible nouvelle. Et c'est Roy Harley qui va l'apprendre en premier, 11 jours après le crash, alors que les recherches ont déjà été arrêtées depuis 3 jours. Et lorsqu'il l'annonce à ses camarades, évidemment c'est le coup de massue, car si personne ne va venir les sauver, comment vont-ils s'en sortir ? Sont-ils condamnés à mourir ici en plein milieu de la cordillère des Andes à 3600 mètres d'altitude? Imaginez un peu la situation, ils sont en plein milieu de nulle part, ils meurent de froid, ils meurent de faim, ils sont fatigués, donc physiquement ça va pas du tout, et le seul espoir qu'ils ont c'est de voir les secours arriver, et au final ils apprennent que personne ne viendra les chercher et qu'ils doivent se débrouiller tout seuls. C'est horrible. Mais pourtant, après l'annonce, certains ne se découragent pas et proposent de partir eux-mêmes à la recherche de secours et des expéditions sont donc organisées. Mais avec l'altitude, le froid, la malnutrition et la dangerosité des chemins, cela empêche d'entreprendre de grandes expéditions et d'aller très loin. Et vous imaginez bien qu'au bout de 10 jours, la faim commence réellement à se faire ressentir car ils ont beau avoir essayé de se rationner au maximum, au bout d'un moment, ils n'ont plus de provisions et là, ça commence à devenir très difficile. Ayant épuisé leurs maigres réserves de nourriture et étant complètement affamés, ils vont même essayer de manger des bandes de cuir, des bagages, mais évidemment, ce n'est pas comestible. Ils vont même essayer de déchirer des coussins de l'avion dans l'espoir d'y trouver de la paille ou quelque chose à manger, mais évidemment, ils n'y trouveront que de la mousse. Et étant dans un endroit complètement désert, sans présence animale et sans présence végétale au vu des basses températures, ils vont prendre une terrible décision. Car lors du 10e jour, Fernando Parrado annonce que pour se nourrir et pour survivre, il va manger le corps du pilote. Car le corps du pilote qui est décédé lors du crash a été conservé par le froid et est donc, entre guillemets, comestible. Face à cette seule option et après un long débat, plusieurs autres survivants vont acquiescer cette idée et vont donc se résoudre à manger de la chair humaine. Et c'est Roberto Canessa, étudiant en médecine, qui va montrer à ses camarades comment découper méthodiquement le corps grâce à des éclats de hublot ou des lames de rasoir. Je vous l'avais dit, le fait qu'il soit étudiant en médecine est un détail très important. Et malgré que cette expérience soit l'une des plus traumatisantes qu'ils aient pu vivre, c'est grâce à cette source de protéines qu'ils vont survivre pendant plusieurs jours. Au sein du groupe de survivants, ils auraient d'ailleurs convenu que si l'un d'entre eux venait à mourir, les autres pouvaient le manger. Et après le cadavre du pilote, ils vont se résoudre à manger la chair de leurs amis décédés. Après cette terrible épreuve, les conditions continuent de s'empirer, car le 29 octobre, en pleine nuit, une avalanche recouvre totalement l'avion qui leur servait d'abri et fait 8 nouvelles victimes. 17 jours après le départ de Montevideo, il ne reste que 20 survivants sur les 45 passagers du départ. Après que leur abri ait été recouvert, les conditions deviennent de plus en plus difficiles et la plupart souffrent de malnutrition, de déshydratation ou encore de gelure à cause du froid. Les jours passent et les morts s'enchaînent et 4 autres personnes vont finir par mourir. Parmi eux, Arturo Nogueira qui décédera au 32e jour, Rafael Etxaveren qui mourra au 35e jour et Numa Turcarty qui décédera au 58e jour. Déjà que la situation est infernale, les conditions ne font que de s'aggraver, ils n'ont plus d'abri pour se protéger du froid, ils ont faim et doivent manger de la chair humaine et surtout, ils savent pertinemment que personne ne viendra les chercher. Et face à ça, les rescapés n'ont qu'une seule solution, essayer de s'en sortir eux-mêmes et entamer l'expédition de la dernière chance. Soit ils restaient là en plein milieu de la cordillère des Andes à mourir à petit feu, ou soit ils tentaient le tout pour le tout et tentaient une dernière expédition pour essayer de croiser toute forme de vie humaine. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. 3 personnes, Fernando Parrado, Antonio Vizintin et Roberto Canessa, décident de partir chercher du secours. Ils embarquent avec eux les vêtements les plus chauds, ainsi que des rations de nourriture, soit en gros la chair congelée de leurs camarades, et décident de se lancer dans cette ultime expédition qui sera sans doute leur dernière chance. Le 12 décembre 1972, soit 2 mois après le crash, le trio entame sa descente sur le flanc chilien de la cordillère des Andes.
Mais au bout du 3e jour, Antonio glisse et se blesse, ce qui l'empêche de continuer et ce qui l'oblige à retourner à l'avion avec le reste des survivants. Fernando et Roberto décident donc de continuer à deux. Après 10 jours intenses de marche à passer par des endroits dangereux en risquant chaque jour un peu plus leur vie, ils finissent par arriver au pied des montagnes et finissent par apercevoir un paysan chilien de l'autre côté d'une rivière. La distance qui les sépare étant trop grande, ils ne parviennent pas à communiquer. Fernando décide donc d'écrire quelques phrases sur une feuille qu'il enroule autour d'un caillou et qu'il jette de l'autre côté de la rivière. Sur ce papier, il est écrit « Je viens d'un avion qui s'est écrasé dans la montagne. Je suis uruguayen. Je marche depuis 10 jours. Près de l'avion, il y a 14 blessés. » Après avoir reçu ce papier, le paysan comprend directement la situation et alerte immédiatement les autorités. Le 22 décembre 1972, après 72 jours d'enfer, 2 hélicoptères de l'armée, guidés par Fernando, rejoignent les lieux de l'accident. À l'arrivée des secours, on découvre des corps gelés dans la neige et d'autres qui ne sont plus entiers. On compte 16 survivants sur 45. Parmi eux, Roy Harley, âgé de 20 ans, qui pesait 85 kg au départ de l'avion et qui n'en pèse plus que 38. Les 16 survivants sont récupérés et hospitalisés d'urgence afin d'être pris en charge. Et à l'annonce de la grande nouvelle, personne n'arrive à croire que 16 personnes aient pu survivre dans des conditions si extrêmes. Les recherches ayant été abandonnées depuis très longtemps, les autorités parlent d'un miracle. Mais au départ, la grande question que tout le monde se pose, c'est de savoir comment ils ont pu survivre 72 jours sans nourriture, étant donné qu'ils étaient dans un endroit complètement désert, car au début, ils ont totalement nié avoir mangé de la chair humaine. Car l'anthropophagie, c'est-à-dire le cannibalisme, est un des plus grands tabous dans la plupart des cultures, et plus particulièrement dans celle du catholicisme, culture très répandue en Amérique du Sud. Après qu'on ait retrouvé le groupe de survivants, les médias ont commencé à répandre des rumeurs, comme quoi, pour survivre, ils auraient mangé de la chair humaine. Et vous et moi, on sait très bien que cette rumeur n'est pas qu'une rumeur, car c'est bel et bien la vérité. Et c'est finalement au cours d'une conférence de presse qu'ils ont avoué à demi-mot ce qui s'était passé. Le jour est arrivé où nous n'avions plus rien à manger. Nous nous sommes dit que si le Christ, pendant la scène, avait offert son corps et son sang à ses apôtres, il nous montrait le chemin en nous indiquant que nous devions faire de même. Prendre son corps et son sang incarnés dans nos amis lors de l'accident. Cela a été une communion intime pour chacun de nous, ce qui nous a aidés à survivre. Après ces aveux, quand certains sont horrifiés et condamnent leurs actes, l'immense majorité les approuve et savent que s'ils voulaient survivre, ils n'avaient pas le choix. Et c'est le pape en personne qui mettra fin au débat, car les 16 survivants seront absous, c'est-à-dire pardonnés par le pape Paul VI. Plusieurs de ces survivants ont raconté leur histoire dans différents livres et dans de nombreuses interviews, et c'est notamment le cas de Robert Canessa qui s'est confié sur ses actes. Nous n'appartenions plus à ce monde, nous étions devenus des créatures d'une autre planète, nous allions devenir trop faibles pour résister à la faim, nous savions quoi faire, mais c'était trop terrible pour y penser. Je ne pourrai jamais oublier cette première incision, 10 jours après l'accident. Chacun de nous a pris sa propre décision et une fois que nous l'avions faite, elle était irréversible. C'était notre dernier adieu à l'innocence. Leur terrible expérience a inspiré un film qui est sorti en 1993 et qui s'appelle Les Survivants. Et Netflix vient tout juste de sortir il y a quelques jours un autre film basé sur ces faits qui s'appelle Le Cercle des Neiges. Je ne l'ai toujours pas vu car je tourne cette vidéo avant. Certains des survivants racontent depuis de longues années leur calvaire dans des conférences qu'ils donnent dans le monde entier. Et à chaque intervention, ils insistent sur l'importance de ne jamais perdre espoir et la nécessité de se battre jusqu'au bout et de s'entraider. Les survivants sont par la suite retournés sur le lieu de l'accident pour enterrer sous des pierres les corps de leurs compagnons décédés, un lieu qu'ils ont marqué d'une croix pour que jamais personne ne les oublie. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo sur l'histoire du vol 571 qui s'est crashé en plein milieu de la cordillère des Andes. Je vous l'avais dit, c'est l'un des crashs les plus marquants de l'histoire aérienne, non pas parce que c'est l'un des plus meurtriers, car au final il y a une vingtaine de morts, mais surtout car ils ont atterri en plein milieu de nulle part, ils ont dû survivre pendant 72 jours dans des conditions horribles, mais surtout parce qu'ils ont dû se résoudre à manger de la chair humaine. J'espère que vous ne regardiez pas cette vidéo en mangeant, car sinon, bon appétit. Non, franchement, c'est une histoire très intéressante qui est plutôt connue. J'ai essayé au maximum de relayer le plus de détails possible. Je vous invite à regarder le film Les Survivants qui est sorti en 93, qui est un très bon film
Et je vous invite aussi à regarder le film de Netflix que je n'ai toujours pas vu car je tourne cette vidéo avant, mais je vais évidemment aller le voir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous connaissiez cette histoire et si vous avez vu les films dont je viens de vous parler. Et encore une fois, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, xa-YTB. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye!